Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Pour bien comprendre les contextes socio-économiques, politiques et militaires dans lesquels sera placée la province du Shenxi au moment des grandes famines des années 1920 et 1928, Pierre-Étienne Ville a repris hier matin l'histoire, la vraie et non l'officielle, qui tant en Chine qu'en Occident la recouvre du poids des discours moralistes et des bonnes intentions, l'histoire de la culture de l'opium en Chine au XIXe et au début du XXe siècle. Rappelez-vous par exemple les fameuses guerres de l'opium. Dans son cours consacré à l'histoire de la Chine moderne au Collège de France, Pierre-Étienne Ville s'intéresse très singulièrement aux questions d'irrigation dans la province du Shenxi, province située au nord-ouest de la Chine et en proie à la sécheresse. La question centrale de l'irrigation et des famines qui lui sont liées sont inséparables dans cette province de celles posées par la culture du pavot. Le Shenxi deviendra en effet, à un moment de son histoire, le premier producteur de pavot de Chine. Pour bien comprendre les immenses problèmes soulevés par cette culture, il faut savoir dans quelles impasses étaient coincés les pouvoirs, tant le pouvoir central, impérial, que les pouvoirs locaux, qui avaient bien entendu des intérêts antagonistes. Tous ces conflits ont été en quelque sorte exacerbés au Shenxi. Ce matin, Pierre-Étienne Ville explore la dernière des solutions imaginées par le pouvoir impérial pour stopper la culture du pavot et donc la consommation d'opium qui rendait la population inapte au travail et menaçait finalement l'économie bien plus qu'elle ne lui rapportait. La solution qui a semblé s'imposer finalement aurait été de mettre en place un monopole de la vente de l'opium. Acheté et revendu par l'administration à des prix imposés, le produit serait désormais devenu littéralement de l'opium d'État, c'est-à-dire Guan Yen ou Guan Gao. Yen, la fumée étant un des nombreux termes pour désigner l'opium. Donc on parlerait désormais de fumée officielle en quelque sorte. Cette formule du monopole, qui en fait revenait périodiquement en discussion dans les milieux officiels depuis les années 1880, s'inspirait partiellement du monopole du sel, qui était très ancien en Chine. Mais elle prenait plus immédiatement pour modèle les systèmes de monopole de l'opium qui étaient en vigueur dans la presque totalité des territoires colonisés par les puissances en Asie, où les Chinois avaient envoyé en fait de nombreuses missions d'études pour voir comment ça marchait. À commencer, pour parler du pays chinois, par Hong Kong, donc sous le pouvoir qui était un territoire anglais, et plus encore par Taïwan, qui était occupé par les Japonais depuis 1895, et où les Japonais avaient mis en place un monopole de l'opium aussi rentable qu'efficace et qui était très admiré en Chine. Dans la théorie au moins, cette formule du monopole était une formule qui devait permettre de mieux contrôler et en même temps de taxer plus fortement et surtout beaucoup plus efficacement une consommation qui était programmée pour diminuer d'année en année, jusqu'à disparaître complètement au bout de 10 ans. Autrement dit, et même si certains émettaient des doutes, on espérait de la sorte réconcilier les besoins financiers à court terme, qui étaient terriblement pressants, avec un projet abolitionniste à moyen terme, qui était à cette époque très porteur politiquement, pourrait-on dire, ne serait-ce que parce qu'il allait au-devant des souhaits des secteurs les plus influents de l'opinion publique. De fait, l'anticipation des revenus considérables que procurerait un monopole d'État sur l'opium, aussi bien l'opium importé que celui produit localement en Chine, a de toute évidence été l'une des causes déterminantes de la promulgation de l'édit de prohibition en septembre 1906. Dès lors qu'il devenait possible, ou que le trône avait été convaincu qu'il était possible, d'arguer également que ce monopole serait en même temps une arme pour combattre la consommation. Ce qui s'est passé pendant les quelques années suivantes, les dernières de la dynastie des Qing, donc, a été en réalité, de ce point de vue de la taxation, d'une extrême confusion. En gros, on peut dire que cette confusion reflétait pour l'essentiel la compétition, à laquelle j'ai déjà fait allusion, entre les pouvoirs provinciaux et le pouvoir central pour le contrôle des revenus engendrés par l'opium, comme de tous les autres revenus d'ailleurs. Très vite, le ministère des Finances, qui s'appelait à l'époque le Zhuozhebu, donc c'était plus le Roubu
classique, mais donc le ministère qui contrôlait les dépenses, littéralement. Très vite, donc, le ministère des Finances a marqué son opposition à l'instauration d'une administration du monopole dont il craignait qu'elle lui rapporte moins que l'impôt consolidé et unifié sur l'opium produit en Chine, qu'on appelait le tong tuan, donc le tong général et puis ce tuan qui signifie contribution, ou tong shui, impôt général, qui avait été étendu à tout l'Empire à la veille de l'édit de 1906. En effet, cet impôt donc général, consolidé et unifié, était très profitable pour le gouvernement central et son rendement à ce moment s'avérait en fait inespéré, même s'il a ensuite commencé à diminuer en raison justement du succès des mesures de prohibition dans les provinces. Ce qui a d'ailleurs entraîné ces dernières, enfin les administrations de ces dernières, à chercher à toute force à récupérer la gestion de cet impôt général, de ce nouvel impôt consolidé, le plus souvent sans succès d'ailleurs, et à en conserver la plus grande partie possible du revenu. Et cela non sans succès, parce qu'après tout, c'était les administrations provinciales qui contrôlaient la source de ce revenu. En revanche, la plupart des provinces étaient très favorables au système du monopole, qui leur laisserait plus de contrôle et dont elles attendaient beaucoup de revenus, et qui leur permettrait, en même temps, de réaffirmer leur volonté d'éradiquer l'opium à terme, conformément à la volonté du trône exprimée dans l'édit de 1906, confirmée par la suite et soutenue à la capitale, sinon par le ministère des Finances, du moins par le groupe de 4 dignitaires qu'on avait placés à la tête d'un bureau général pour l'abolition de l'opium. Donc ce bureau s'appelait le Tinian Zongtu, donc le bureau général pour interdire la fumée, littéralement. Et ces 4 chefs, ces 4 dignitaires, les aristocrates, il y avait deux manchus de chinois, s'appelaient, on en parle beaucoup, ils étaient s'exprimaient beaucoup, s'appelaient les Tinian, les hauts commissaires à l'interdiction de l'opium, Tachen. Donc tous ces gens-là continuaient d'exprimer une volonté politique forte d'éradiquer l'opium le plus vite possible. Et j'ajoute que ce bureau général pour l'abolition de l'opium, donc qui était situé à Pékin, et qui avait été créé en 1908, dirigeait toute une hiérarchie de bureaux spécialisés dans les provinces. Et enfin, ce projet d'abolition de l'opium était soutenu aussi par l'opinion publique, qui s'exprimait notamment par le canal de la presse. Plusieurs gouverneurs avaient d'ailleurs, qui étaient donc, comme je le disais tout à l'heure, très en faveur d'un monopole dans les provinces, plusieurs gouverneurs avaient lancé sans attendre des mesures préparatoires à son installation. Mais lorsqu'il a été sommé par le trône de coordonner ses efforts et de travailler sérieusement à l'instauration de ce monopole national, le ministère des Finances s'est arrangé pour faire traîner les choses, d'abord en lançant une grande enquête qui devait prendre nécessairement de nombreux mois sur la production de l'opium dans tout l'Empire, ensuite en arguant de la difficulté de mobiliser les investissements nécessaires pour acheter l'opium d'un monopole, et enfin en invoquant toutes sortes de prétextes pour montrer que un tel monopole créerait en fin de compte plus de difficultés qu'il ne résoudrait de problèmes. Cela étant, ce n'est pas du tout le lieu ici et aujourd'hui de retracer tous les débats et toutes les manœuvres minutieusement analysées dans un très gros chapitre dans le livre de Liu Zhenhe. Le résultat net, simplement, c'est que la politique combinée de prohibition de l'opium, c'est-à-dire de prohibition de la consommation non encadrée, du transport et de la culture du pavot, d'une part, et d'autre part, d'une forme ou d'une autre de monopole administratif de la vente, que cette politique combinée, donc, n'a été mise en œuvre, et en général avec un certain succès, qu'à partir de 1909, et surtout, elle n'a été mise en œuvre que dans un tout petit nombre de provinces ou de régions. Autrement dit, ce projet qui avait été formulé en 1906 n'a pratiquement pas abouti. Pour tenir le cap de la politique abolitionniste sans la laisser plomber par les considérations fiscales, il aurait fallu une très grande volonté politique. Cette volonté politique, comme nous venons de le voir, n'existait pas toujours au gouvernement central. En tout cas, elle n'existait pas du tout
au ministère des Finances, dont Liu Zhenhe montre que son influence et sa capacité de blocage étaient énormes. Sans compter qu'après la mort de l'impératrice douairière Cixi, en 1908, le petit noyau de princes mandchous conservateurs qui tenait déjà ce ministère a fini par dominer tout le gouvernement. Et ce sont eux, en fait, qui, comme tout le monde le sait, ont fait échouer le projet de monarchie constitutionnelle et qui ont entraîné de ce fait la chute des Qing à cause de leur étroitesse de vue et de leur résistance au changement. En revanche, cette volonté politique existait et s'exprimait dans les provinces, au moins dans certaines d'entre elles. J'évoquais tout à l'heure l'ardeur des fonctionnaires et des notables locaux, bien documentés dans un certain nombre de régions, à mettre en application l'édit anti-opium de 1906. Ce militantisme s'est en fait prolongé sous les premières années de la République, même si ça a été sous des formes parfois assez différentes, en raison de la nouveauté et de la variété des contextes politiques régionaux. Dans la province du Fujian, par exemple, sur laquelle nous disposons des recherches récentes d'une historienne américaine, Joyce Madancy, qui a publié un article, je connais d'elle un article et un livre, sur le Fujian, l'opium et le Fujian, plutôt le Fujian et l'opium. Donc, dans la province du Fujian, à une première phase de lutte contre la consommation, avant la chute de l'Empire, où les notables locaux s'étaient très fortement engagés, sous la présidence hautement symbolique de l'arrière-petit-fils de Lin Zexu, le héros de la première guerre de l'opium, qui était, comme on sait, originaire de Fuzhou, donc de la capitale du Fujian, et qui a été révéré comme une divinité avec le cortège portant son image, etc., pendant la campagne anti-opium au Fujian à la fin de l'Empire, après 1906. Donc, à une première phase de lutte contre la consommation dominée par les notables, avant 1911, avait succédé une seconde phase, après 1911, pendant laquelle les nouvelles autorités, qui avaient repris les choses en main, avaient procédé à l'éradication sans pitié de la culture du pavot, en provoquant d'ailleurs beaucoup de troubles. Cette concentration quasi exclusive sur le problème de la production locale après 1911 s'expliquait sans doute par la clause du nouvel accord signé par les Anglais cette année-là, en 1911, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, selon laquelle les importations d'opium indien seraient immédiatement arrêtées dans les provinces qui pouvaient prouver qu'elles avaient complètement supprimé l'offre en opium domestique, ce qui a été effectivement réalisé au Fujian au milieu de grandes festivités au début de 1914. En d'autres termes, au terme de cette clause, la balle était en quelque sorte dans le camp chinois. Si vous arrêtez chez vous, nous arrêtons tout de suite. Mais à partir du moment où cette volonté politique dans les provinces dont je viens de parler a fait défaut, c'est-à-dire grosso modo après la mort de Yuan Shikai et à l'avènement des seigneurs de la guerre, et à partir du moment où les nouveaux détenteurs du pouvoir dans les provinces ont complètement changé leurs priorités, dans les faits sinon toujours dans le discours, les résultats parfois remarquables obtenus pendant la décennie précédente ont presque partout été rapidement réduits à néant. Par exemple, le Fujian, toujours, où la politique anti-opium avait remporté un indéniable succès, même si c'est avéré que la culture du pavot n'avait pas été entièrement éradiquée, comme l'affirmait le gouverneur de la province à la veille de la révolution de 1911, le Fujian, donc, s'est rapidement, d'après les travaux de Madancy, s'est rapidement trouvé à nouveau inondé d'opium en quelques années, à la fois par l'effet de la contrebande et parce que les militaristes locaux ont recommencé à encourager la production locale d'opium, de pavot, à cause des revenus qu'ils arrivaient à en tirer. En dépit de variantes considérables, il semble en avoir été à peu près de même dans de très nombreuses régions. À en croire les estimations de Buck, donc de John Lossing Buck, que je citais tout à l'heure, qui portent sur 13 localités seulement, malheureusement non identifiées, le pourcentage de terres cultivées en pavot serait passé de 14% pendant la période 1904-1909 à 3% pendant la période 1914-1919, donc à l'issue du programme d'éradication, pour remonter de nouveau à 20% pendant les années 1929 à 1933, qui sont les années de l'enquête Buck, en fait, et qui se situent juste à la fin de la période des seigneurs de la guerre. Autrement dit, un mouvement en nu, avec une campagne d'éradication efficace au tournant de la révolution de 1911 et ensuite une remontée en flèche après 1915.
Même en l'absence de chiffres précis, cette tendance est tout à fait en évidence dans la région qui nous concerne, c'est-à-dire au Shanxi, auquel il me faut à présent revenir. Tous ces éléments que je viens d'exposer, avec quelques détails, étaient en effet indispensables, du moins c'est ce qui me semble, pour mettre en contexte le cas du Shanxi et plus précisément du Guangdong, qui était non seulement la région la plus riche de la province de Guangdong dans le Shanxi, mais aussi celle où la culture du pavot était la plus développée. En dehors d'un article relativement bref sur justement la culture de l'opium et le problème de la famine au Guangdong à l'époque républicaine, sur lequel je reviendrai, il n'existe malheureusement pas d'études monographiques sur la question de l'opium au Shanxi qui puissent se comparer aux travaux sur le Fujian, le Guangdong ou le Sichuan auxquels j'ai fait allusion. Et je ne puis par conséquent m'appuyer dans ce que je m'apprête à en dire que sur les données relativement dispersées sur lesquelles je suis tombé en parcourant les sources. Mais cela suffit néanmoins à suggérer un tableau relativement cohérent, surtout à l'époque républicaine. Et en particulier, cela suffit à mettre en évidence la place de l'opium considérable dans l'économie agraire de la région au moment des grandes famines des années 1920, qui, je vous le rappelle, est le point d'où j'étais parti, avant toutes ces considérations. Comme dans la plupart des provinces, la culture du pavot s'est répandue au Guangdong à la fin du XIXe siècle. Son expansion a été évidemment encouragée par la récupération de l'économie et par la repopulation au lendemain de la grande famine de Guangxu. Peut-être s'explique-t-elle aussi par la pression fiscale, ça c'est une hypothèse, car les préfectures du Guangdong ont toujours été assez lourdement imposées pour des raisons stratégiques dont j'avais dit un mot dans un précédent exposé. Et même lorsqu'elles sont sorties très affaiblies des troubles des années 1860 et 1870, leur situation de base arrière pour la reconquête et pour la consolidation du Xinjiang, donc dont j'avais aussi parlé, sous le commandement de Zhou Tongtang, cette situation de base arrière a fait que la pression fiscale, en fait, ne s'est pas du tout relâchée. Et d'où cet encouragement officiel à l'immigration, à la repopulation, etc. Dans tous les cas, à la fin des Qing, le Shanxi est mentionné parmi le peloton de tête des provinces productrices d'opium en Chine, avec le Yunnan et le Guizhou dans le sud-ouest, donc contigus de la Birmanie, du Vietnam, etc. Le Sichuan dans l'ouest, le Sichuan est très largement en tête du reste, comme je l'ai déjà mentionné. Le Gansu dans l'extrême nord-ouest, donc à l'ouest du Shanxi. Le Gansu, où la production d'opium pour l'exportation semble avoir été assez importante bien avant 1860. Il y a une sorte de tradition d'opium d'Asie centrale qui est citée dans beaucoup de sources. Et enfin, le Shanxi, donc la province contiguë du Shanxi à l'est. Et d'après une enquête internationale menée à l'époque, donc à la fin du XIXe siècle, plutôt en 1906 en l'occurrence, le Shanxi serait à ce moment-là le premier producteur d'opium en Chine du Nord. Le problème de la culture du pavot, de son exploitation fiscale par les autorités qui s'y sont succédées, et aussi de son impact pendant les périodes de disette, ce qui est encore une fois la question de départ, tout cela donc est très constamment mentionné, ce qui confirme qu'il ne s'agissait en rien d'un phénomène marginal. Nous savons aussi qu'au moment des rébellions musulmanes déjà, les marchands de la ville de Tingyang, au centre du Guangdong, contrôlaient un commerce actif d'opium entre le Gansu et les provinces de l'intérieur. Autrement dit, l'opium faisait déjà partie de l'économie locale au milieu du XIXe siècle. Les mesures de réduction progressive de la production et de la consommation édictées après 1906 semblent avoir eu un certain effet dans le Guangdong. Encore que, pour le moment, je n'ai pas eu accès à des sources susceptibles d'en donner une idée bien précise. Une chose au moins est sûre, c'est que la politique consistant à surtaxer la culture du pavot et la production d'opium dans les dernières années des Qing a occasionnellement suscité des troubles. En théorie au moins, je vous le rappelle, cette politique était supposée favoriser une réduction de la consommation. Dans le tableau de tels incidents qu'il a compilé pour tout l'Empire, à partir essentiellement de la presse chinoise, Yu Zhenhe mentionne ainsi des révoltes contre l'alourdissement de la fiscalité de l'opium au Shanxi, à la fin de 1906 et surtout au début du 1907, où les paysans auraient attaqué et détruit des bureaux de perception dans pas moins de 13 sous-préfectures du Guangdong.
En 1909, les habitants d'une sous-préfecture du nord, enfin de Yan'an, non de Mijie, qui était au nord de Yan'an, de la province, donc, auraient assiégé la ville pour protester contre des exécutions motivées par la politique de lutte contre l'opium. Et on cite d'autres cas de révolte pour la même raison au Guangdong en 1910 et 1911. Ces incidents, donc, suggèrent au moins qu'il se passait des choses. Et il y en a certainement eu beaucoup d'autres d'incidents, dans la mesure où la presse nationale consultée par Liu Zhenhe, qui était basée dans les grandes villes de la côte Est, couvrait assez peu les provinces de l'Ouest, ce que d'ailleurs Liu Zhenhe remarque lui-même. Mais l'essentiel des données auxquelles j'ai eu accès sur l'opium au Guangdong, au Shanxi, concerne la période postérieure à 1911. Et cette quasi-absence de sources sur la fin des Qing est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il m'a semblé nécessaire tout à l'heure d'évoquer ce qui s'est passé avant 1911 et qui est important pour comprendre la suite à partir d'autres exemples que le Shanxi. Concernant les premières années de la République, en revanche, on trouve dans les Wenshiziliao, dont je vous ai déjà souvent parlé, un témoignage d'un certain Li Zongxiang, un personnage totalement inconnu, mais enfin, puisqu'il a écrit ça, on peut mettre son nom. Li Zongxiang. Un article donc de Li Zongxiang qui est centré sur le rôle de Chen Shufan. Chen Shufan, le seigneur de la guerre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, juste pour nous en transcription. Le seigneur de la guerre qui avait débuté comme officier révolutionnaire, mais qui était devenu un seigneur de la guerre et gouverneur militaire à Xi'an entre 1916 et 1921. Donc cet article de Li Zongxiang est consacré en fait au rôle de Chen Shufan. Et ces témoignages, il dit qu'il base ça sur ses souvenirs. Ce témoignage a l'avantage de présenter les choses de façon assez concrète, encore que passablement tendancieuse. La contribution de Li Zongxiang est en effet un exemple typique de ces articles qu'on trouve très souvent dans les Wenshiziliao, où les souvenirs de l'auteur, pour être vivants et concrets, puisqu'il y était, et vraisemblables, sinon vérifiables, n'en sont pas moins exprimés et, pourrait-on dire, implicitement réinterprétés, ou même explicitement réinterprétés, dans la phraséologie et avec les catégories de l'orthodoxie communiste telles qu'elles se présentaient aux alentours de 1960, c'est-à-dire quand on a demandé à ces gens de rédiger leurs témoignages. Le gouvernement de la fin de l'Empire est par définition pourri, de même bien sûr que celui du Kuomintang. Les étrangers nourrissent toujours de sombres projets impérialistes, quoi qu'ils fassent, et les masses populaires sont toujours les victimes exploitées par les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Malgré ce côté manichéen, et malgré pas mal d'erreurs de détails démontrables, notamment dans les dates, Li Zongxiang, qui dit bien, encore une fois, qu'il s'appuie sur ses propres souvenirs, admet que des résultats ont encore été acquis dans les premières années de la République en matière de lutte contre la culture du pavot et la consommation de l'opium au Guangdong, donc. Encore que l'instabilité extrême qui régnait dans cette région n'ait certainement pas été favorable à une action suivie et efficace. Comme dans d'autres provinces, comme au Fujian par exemple, le régime à dominante militaire qui s'installe au Shanxi, à Xi'an, à la faveur de la révolution de 1911, a repris à son compte, aussitôt qu'il a été en mesure de le faire, une fois les troubles de la révolution apaisés, a repris à son compte la politique de lutte contre l'opium qui avait été lancée donc à la fin des Qing en donnant la priorité, cette fois-ci, à l'éradication de la culture du pavot. Mais il l'a fait de façon justement militaire, en envoyant la troupe, et l'article cite le cas d'un officier qui parcourait les zones de la vallée de la Wei vouées à la culture du pavot, en rassemblant les populations dans les bourgades pour les haranguer sur les méfaits de la drogue et en coupant quelques têtes au passage pour montrer que c'était du sérieux. Et ce n'était apparemment pas dénué, en tout cas d'après Li Zongxiang, d'efficacité. Mais les nouvelles autorités du Shanxi n'en ont pas moins laissé les marchands qui avaient accumulé des stocks à la faveur des récoltes précédentes. La récolte de la révolution de 1911 était apparemment excellente. N'en ont pas moins laissé les marchands exporter ces stocks vers les autres provinces en mettant bien sûr en place, d'ailleurs avec l'accord des autorités de Pékin, un réseau de stations fiscales pour percevoir des taxes de transit. Les choses semblent avoir changé notablement après que Yuan Shikai eut installé son protégé, le général Lu Tianzhang. J'ai parlé l'année dernière, je crois, de tous ces gens.
Lu Tianzhang au pouvoir à Xi'an en 1914. Lu Tianzhang, à en croire du moins l'article de Li Zongxiang, se serait livré à un pillage pur et simple en annonçant une sorte de monopole de facto qui obligeait les marchands détenteurs de stocks d'opium, et il y en avait beaucoup au Shanxi, à les lui vendre à un prix imposé et en refusant ensuite de payer quoi que ce soit. Et de même, et en les dénonçant à Pékin, et de même en envoyant la troupe récupérer de force les stocks des paysans dans les villages sans pour autant leur verser le prix annoncé. Li Zongxiang affirme aussi que Lu Tianzhang envoyait des émissaires dans les districts concernés pour pousser à la production du pavot en dupant, dit-il, les paysans, en les dupant, je suppose, sur ses véritables intentions, qui étaient donc purement prédatrices, par l'intermédiaire des inévitables potentats locaux et notables corrompus, c'est-à-dire les Turan, les Shen. Je dis inévitable parce que ce couple infernal des potentats locaux et des notables corrompus est un cliché omniprésent dans la critique sociale de gauche en Chine depuis 1920 environ, peut-être même avant. Je pense depuis 1920 surtout. La plus grande partie de cet opium produit et plus ou moins confisqué était destinée à être exporté. Et en fait, l'une des notations intéressantes de Li Zongxiang est qu'aux environs de 1917, la consommation locale avait beaucoup baissé dans la région en raison essentiellement de la très forte hausse des prix depuis la fin des Qing. Les gens, explique-t-il, ne pouvaient plus se payer d'opium et donc ils arrêtaient. Cela étant, Li Zongxiang prétend aussi que Lu Tianzhang était soucieux de l'image publique offerte par son domaine, enfin par sa province, si bien que lorsque, en 1917, je suis toujours Li Zongxiang, des représentants du gouvernement de Pékin, accompagnés de diplomates britanniques, étaient venus au Shanxi pour s'assurer que l'opium avait bien été éradiqué, Lu Tianzhang aurait pris les mesures nécessaires pour qu'on ne voie pas un seul champ de pavot le long des routes qu'il suivait, c'est-à-dire la grande route est-ouest qui emprunte la vallée de la Wei, de Tongguan à Fengxiang et au-delà, et la route montant au nord depuis Xi'an jusqu'à Yan'an. Tout ceci donc sur Lu Tianzhang est un peu confus, d'autant plus qu'en 1917 donc, qui était en effet l'année terminus du programme d'éradication progressive de l'opium négocié avec les Anglais à la fin des Qing, en 1917 Lu Tianzhang avait été expulsé de la province depuis déjà 1 an. Il est en revanche tout à fait possible que ce soit celui qui avait réussi à le faire partir, justement, et qui l'avait remplacé comme gouverneur militaire du Shanxi, c'est-à-dire Chen Shufan, qui ait organisé cette petite mise en scène. En tout cas, comme dans bien d'autres endroits, le bouclage officiel du programme d'éradication qui mettait un terme aux tournées d'inspection des représentants anglais a fait passer le problème de l'opium au second plan des préoccupations du gouvernement de Pékin, donc le gouvernement dit du Beiyang à cette époque. Et du coup, a laissé les mains libres aux militaristes locaux qui, eux, étaient intéressés non pas à éradiquer, mais bien à développer la culture du pavot pour la taxer et à la fois pour enrichir leur trésor de guerre personnel et pour financer leurs armées. Tel a bien été le cas de Chen Shufan. Chen Shufan, une fois installé au pouvoir à Xi'an à la fin de 1916, semble, d'après toutes les sources, avoir fait les choses véritablement en grand et sans vraiment se cacher. C'est dit dans le titre même de l'article de Li Zongxiang, il aurait non plus laissé faire les paysans, en recueillant au passage, ou les marchands, en recueillant au passage divers profits et bénéfices, mais il les aurait obligés à cultiver le pavot. C'est l'expression Tian Po, non min zhongyan, qui est employée là, dans cet article et dans beaucoup d'autres sources en chinois. Il les aurait donc obligés à cultiver le pavot dans le but de maximiser les dits profits. Ceci, remarquons-le, n'est pas en soi particulièrement original. On trouve en effet partout dans les littératures de l'époque, et dans les mêmes termes, la mention d'une politique de coercition du même type dans les régions contrôlées par les seigneurs de la guerre. Mais les méthodes précises de cette coercition, on ne sait pas trop comment imaginer, et que l'on cherchait souvent à camoufler en parlant en fait d'encouragement, tuan, les méthodes précises de cette coercition restent vagues dans les sources et l'avantage du témoignage de Li Zongxiang est de proposer une description extrêmement concrète de la façon dont les choses se passaient. L'idée était sommairement d'imposer dans chaque district des quotas de terre à opium. Terre à opium, c'était yantian, des champs où on cultivait la fumée, littéralement, l'opium, c'est-à-dire des quotas de terre plantées en pavot et de les imposer au prix fort en affichant cette taxation comme une sanction, comme une amende. Et ce système pervers était appelé
c'est-à-dire littéralement intégrer la répression à la perception. Loger l'interdiction dans la perception de l'impôt, littéralement. Et cette notion, en fait, et cette expression existait déjà, on peut le noter au passage, à l'époque de la politique anti-opium conduite dans les dernières années des Qing. On parlait alors de Yujing, par exemple, lorsqu'on faisait payer au prix fort les licences commerciales, les autorisations officielles imposées aux consommateurs d'opium, et ainsi de suite, dans l'espoir de contrôler et de réduire à terme le commerce et la consommation. En d'autres termes, l'administration cherchait à faire profit de tout, y compris des mesures de prohibition, mais sans pour autant chercher à saboter celles-ci. La différence, en effet, c'est que sous les Qing, cette politique consistant à interdire et à taxer en même temps était à la fois délibérée et, après tout, rationnelle, puisqu'elle portait sur le secteur de l'industrie de l'opium qui restait autorisé et dont l'extinction était en quelque sorte programmée. Sous les seigneurs de la guerre, en revanche, on encourageait officieusement, et parfois brutalement en fait, ce qu'on prétendait officiellement interdire. Ou pour le dire en d'autres termes, on faisait tout pour que l'activité ainsi taxée sous forme d'amende se développe, au lieu d'être progressivement abolie. Ou en d'autres termes encore, on cherchait à donner une sorte de respectabilité formelle à une entreprise d'exploitation systématique d'une ressource que la République continuait de considérer comme totalement illégale, en la camouflant en une entreprise de répression. En 1918, Chen Shufan met en place à Xi'an un bureau général d'investigation pour la réhabilitation du Shanxi, c'est-à-dire Shanxi Shanhou, Qingcha Zongju, qui est confié à des personnes de confiance et dont la première proclamation, rédigée à l'ancienne en vers de 6 syllabes, facile à mémoriser, annonce que l'on a le regret de constater que les paysans ignorants du Shanxi se sont remis à cultiver le pavot à la faveur des troubles récents, alors que dans les années précédentes, la province avait été nettoyée de cette engeance, qu'en conséquence, les gouverneurs, c'est-à-dire le gouverneur militaire et le gouverneur civil, ont obtenu du gouvernement l'autorisation d'envoyer partout des émissaires pour réprimer sévèrement cette activité en frappant, et voilà la chose importante, en frappant chaque mou de terre cultivée en pavot d'une amende de 6 taels d'argent, plus 10% de frais. Enfin, que ceux qui essaieront de camoufler leur plantation de pavots seront sévèrement punis et que les chefs de village, c'est-à-dire les Xiangbao, ces Baotia dont j'avais parlé, cherchant à les protéger, seront tenus pour co-responsables. Fort bien. Mais on voit, toujours dans le récit de Li Zongxiang, que dès le départ, les autorités cherchent à établir à l'avance une sorte de quota de contrevenants, en quelque sorte, en reconstruisant, à partir des registres fiscaux détenus par le gouvernement provincial, la surface des terres susceptibles d'être considérées comme terres à opium dans chaque district. On considère tout simplement que toutes les terres qui étaient taxées au taux le plus fort doivent être des terres à opium, et on annonce aux administrateurs des districts qu'au moment de l'enquête sur le terrain, le chiffre ainsi obtenu sera considéré comme un minimum, comme un chiffre plancher. En ajoutant toutes sortes de commissions et de frais divers au taux de base de 6,6 taels par mou et par an, on arrive en fait à des chiffres pouvant dépasser 30 taels à payer donc par les paysans. En outre, les administrateurs de district comme les enquêteurs devaient être intéressés par des pourcentages sur les résultats, surtout si les quotas étaient dépassés. L'enquête sur le terrain, toujours Li Zongxiang qui nous le raconte, était confiée à des équipes dont les membres étaient tous, affirme-t-il, des proches ou des obligés des chefs du gouvernement provincial et étaient appuyés par le personnel local. Ils étaient supposés visiter chaque village et mesurer chaque champ pour voir s'il y avait de l'opium dedans, enfin du pavot, mais apparemment très peu l'ont fait et les résultats obtenus étaient le résultat d'un simple marchandage entre les enquêteurs et les autorités locales avec beaucoup de pots de vin et de pression à la clé, et parfois non sans résistance et violence de la part de la population. Et en fin de compte, quelle que soit la réalité sur le terrain, les districts et les cantons étaient obligés de répartir entre les contribuables le chiffre global de terres à opium et donc d'amendes qui avaient été arrêtées au terme de ces opérations. Aussitôt après débutait la perception des amendes, puisqu'on parlait de faquan, c'était vraiment des amendes.
Perception dont la première tranche, se montant à 20% du total arrêté, était payable dès le 3e mois du calendrier agricole, c'est-à-dire avant même la récolte, ce qui obligeait les paysans à contracter des emprunts garantis sur la future récolte auprès des riches ou des maisons de commerce spécialisées dans l'opium. Le solde de l'amende, soit 80%, était payable après la récolte et beaucoup étaient obligés là aussi de s'endetter ou d'y faire passer toute leur récolte, si bien qu'ils ne retiraient en fin de compte aucun profit de la culture du pavot. Tout cela sans compter les brutalités, les coups et les injures, surtout quand les enquêteurs et les percepteurs étaient accompagnés d'une escorte armée, les mauvais payeurs jetés en prison, etc. Toutes sortes de misères auxquelles il faut encore ajouter les exactions des représentants des régiments de l'armée de Chen Shufan stationnés sur place pour recueillir directement les revenus qui étaient destinés à leurs unités, exactions sur lesquelles Li Zongxian s'étend complaisamment et dans un style pathétique tout à fait caractéristique des récits sur l'ancienne société qui ont été publiés en abondance en Chine populaire. L'hypocrisie consistant à camoufler une telle entreprise de taxation forcée et parfaitement arbitraire en la présentant comme une campagne de répression contre la culture de l'opium ne trompait évidemment personne. D'ailleurs, Chen Shufan ne cherchait même pas à tromper son monde. Par exemple, si l'on en croit un autre auteur, lorsque son gouvernement émet la proclamation dont je viens de parler, qui promet donc de réprimer l'opium, il fait en même temps savoir partout, par ses services, que l'année s'annonce particulièrement bonne pour la culture du pavot et que c'est le moment ou jamais de s'y convertir, car on peut en tirer de gros profits. Il fait également de la publicité dans les milieux marchands, lesquels se seraient arrachés à prix d'or les récoltes sur pied. En fait, ces quotas d'amende, pour lesquels des montants minimums étaient fixés à l'avance, étaient considérés par tout le monde comme un simple impôt, et c'est bien ainsi qu'on les désignait. Dans une pétition, c'est-à-dire Yan Shui, dans une pétition, par exemple, en 8 points, présentée en 1920 au gouvernement de Pékin par des étudiants du Shanxi pour dénoncer les exactions de Chen Shufan, c'est bien d'un impôt sur l'opium, d'un Yan Shui dont il est question. Et un tel impôt revenait en fait à légaliser de facto la production de la drogue. En 1920, encore, on mentionne aussi l'envoi dans les circonscriptions du Guangdong d'une quarantaine de commissaires à l'encouragement de la culture du pavot. Alors cette fois-ci, c'est clair. Chuan Zhongyan Weiyuan, commissaire à l'encouragement à la culture du pavot, qui apparemment désigne les terres à planter en pavot, lesquelles terres auront à verser un impôt extrêmement élevé, prohibitif en fait, au titre des terres non exploitées, Baidi Quan, donc Baidi c'est des terres où il n'y a rien, si leurs propriétaires refusent d'y mettre du pavot. Alors que s'ils s'exécutent, ils paieront un impôt plus élevé en termes absolus sans doute, mais comparativement moindre, étant donné la profitabilité très élevée de l'opium, laquelle passe pour être 4 à 5 fois plus élevée que celle du blé. Et c'est bien dans ce sens que l'on disait déjà à l'époque que les seigneurs de la guerre obligeaient forcer les paysans à faire pousser du pavot. Ils imposaient au départ, sous des formes variées et en invoquant des prétextes divers, amendes ou autres, une fiscalité prohibitive à laquelle les paysans ne pouvaient faire face qu'en pratiquant effectivement la seule culture dont les revenus attendus étaient suffisamment élevés, c'est-à-dire le pavot. Dans tout le cas, du point de vue des autorités, c'est-à-dire en l'occurrence des seigneurs de la guerre, la fiscalité sur les terres à opium était idéale dans la mesure où elle permettait d'engranger des revenus qui étaient triples ou quadruples de l'impôt foncier légal et donc de compenser, et au-delà, le fait que, dans le cas du Shanxi, les dites autorités ne contrôlaient en réalité qu'une très petite partie du territoire qu'elles étaient supposées administrer. N'oublions pas, par exemple, que pendant la plus grande partie du règne de Chen Shufan, comme gouverneur militaire à Xi'an, entre 10 et 20 districts de la rive gauche de la Wei étaient aux mains du régime dissident de l'armée nationale de pacification, de la Tsinghotun, dont j'ai longuement parlé en son temps. Certains auteurs ajoutent que, comme la majorité des seigneurs de la guerre et de leurs affidés étaient eux-mêmes opiomanes, il leur était naturel de fonctionner dans une pareille économie. Et c'est en effet bien l'impression que l'on retire parfois de la lecture des sources relatives à ce milieu. Certes, les progrès de la culture du pavot dans la Chine des seigneurs de la guerre, après la phase d'éradication dont j'avais parlé la semaine dernière, ne sont absolument pas une particularité du Shanxi. Par exemple, dans son ouvrage classique, en tout cas classique à l'époque, China Land of Famine, donc la Chine terre de famine, publié en 1926, le secrétaire général de la CIFRC, qui était donc le fameux Walter Mallory, affirme, et il parle vraiment de la Chine en général, affirme
qu'il y a moins de 10 ans, donc il parle en 1925 ou 6, il y a moins de 10 ans, la culture du pavot avait été presque entièrement arrêtée, mais avec la poursuite des désordres civils, les surfaces plantées ont augmenté d'année en année et, à présent, on en cultive autant qu'on ne l'a jamais fait. C'était donc aussi comme cela au Shanxi, mais tout indique, et pas seulement cet article de Li Zongxiang dans les Wen Shi Zi Liao que je vous ai cité la dernière fois et sur lequel je m'appuie essentiellement pour ce qui concerne Chen Shufan et l'opium. Donc, tout indique que Chen Shufan s'est montré, malgré tout, exceptionnellement systématique et, pourrait-on dire, industrieux dans son entreprise de promotion de l'opium. Ce témoignage de Li Zongxiang évoque également la façon dont Chen Shufan taxait systématiquement et très lourdement le transport et la commercialisation de l'opium, aussi bien d'ailleurs les exportations hors de la province, qui étaient assez importantes, que le commerce à l'intérieur même du Shanxi. Et ce bureau général d'investigation pour la réhabilitation du Shanxi, dont je vous ai aussi donné le nom chinois la dernière fois, que Chen Shufan avait créé pour faire rendre au maximum la machine fiscale à opium, ce bureau avait également mis en place un dense réseau de succursales et de stations de perception dans tous les districts contrôlés par Xi'an, donc qui taxaient tous les échanges, le commerce et les ventes. Enfin, Li Zongxiang évoque le contrôle que Chen Shufan aurait, d'après lui, réussi à établir sur la fabrication de l'opium consommable, donc Yengao, et sur les fumeries qu'il aurait fait ouvrir un peu partout en les affermant à des marchands désignés du coup comme marchands officiels, comme Guanchang, ou alors à des notables locaux. Bon, mais je passe sur le détail de tout cela, mais il importe malgré tout de souligner une chose qui semble en effet avoir frappé beaucoup d'auteurs et d'enquêteurs à l'époque, à savoir que les progrès rapides de la production d'opium au Shanxi, impulsés donc par les actions du gouverneur Chen Shufan et de ses semblables, que ces progrès rapides de la production se sont traduits par un accroissement tout aussi spectaculaire de la consommation locale. Les chiffres, évidemment, valent ce qu'ils valent, mais on a malgré tout, ça j'en reparlerai tout à l'heure, on a malgré tout beaucoup de témoignages parlant de proportions de fumeurs d'opium variant entre 20 et 50% de la population suivant les localités, même parfois plus. Et surtout, ces témoignages parlent d'une habitude qui touche absolument toutes les couches de la population, riches et pauvres, citadins et paysans, hommes et femmes, et même les petits-enfants, sans parler de son ubiquité dans la sociabilité des classes supérieures, de ses usages comme cadeaux ou comme dessous de table, etc., etc. Et sans parler également de ses conséquences de la consommation d'opium en termes d'affaiblissement physique et d'indolence d'une bonne partie de la force de travail. Et c'est un problème que plusieurs auteurs décrivent comme particulièrement aigu dans la région qui nous occupe. À quoi il faut encore ajouter, toujours comme conséquence du décollage de la consommation populaire, disons, il faut encore ajouter la multiplication des déclassés, des oisifs, des mendiants et bien sûr des bandits. En dépit des exagérations et des généralisations que contient à l'évidence un texte comme celui de Li Zongxiang, il ne fait absolument aucun doute, à lire de multiples témoignages, encore une fois, il ne fait absolument aucun doute que la consommation de l'opium et la place qu'il occupait dans le fonctionnement de la société ont fait des progrès énormes au Guangdong pendant la décennie 1920. Et en fait, comme nous le verrons plus tard, jusqu'au milieu de la décennie 1930, avant que le gouvernement nationaliste ne se décide enfin à prendre le problème à bras-le-corps. Cela étant dit, si Chen Shufan a certainement joué un rôle décisif dans tout cela pendant les quelques années où il a occupé le pouvoir à Xi'an, il est loin d'avoir été le seul. Il faut au moins mentionner, pour commencer, avec lui, son collègue Liu Zhenhua, c'est-à-dire ce seigneur de la guerre dont nous en avions parlé. Liu Zhenhua, dont la base de pouvoir se trouvait dans l'ouest du Henan, mais dont nous avions vu l'année dernière que, après avoir été envoyé au Shanxi avec ses troupes pour aider Chen Shufan à résister à la dissidence de la Tianguotun en 1918, il avait été récompensé par ses protecteurs au gouvernement central de Pékin. Il avait été récompensé en recevant le titre de gouverneur civil du Shanxi. Et nous avions aussi vu que
lorsque Chen Shufan avait été délogé de Xi'an par Fang Yuxiang et par les forces de la clique du Zhili en 1921, il avait réussi, lui, Liu Zhenhua, à se maintenir en place et même à cumuler à lui tout seul les fonctions de gouverneur civil et de gouverneur militaire du Shanxi, après le départ de Fang Yuxiang en 1922. Soit dit en passant, d'après certaines sources, au moins en 1921, donc au moment où on lui annonce que pour lui c'est fini, Chen Shufan aurait essayé à toute force d'obtenir du gouvernement de Pékin d'être maintenu dans son poste à Xi'an juste 2 mois de plus, afin de pouvoir attendre la prochaine récolte d'opium et de pouvoir partir avec le magot, qui était estimé à une dizaine de millions de dollars, c'est-à-dire le produit fiscal d'une récolte. Dans tous les cas, il est manifeste que pendant la période où ils ont siégé ensemble à Xi'an, Liu Zhenhua et Chen Shufan fonctionnaient la main dans la main pour ce qui concernait l'encouragement de facto donné à la culture de l'opium au Shanxi et à la taxation du commerce. On cite de la part de Liu Zhenhua la mise en place d'une méthode de taxation de l'opium tout à fait comparable au système des amendes dont j'avais parlé la dernière fois, mais désignée par le terme plus classique de tanpai, qui est un terme extrêmement banal déjà dans la fiscalité impériale et qui signifie répartir également entre tous les contribuables une charge donnée. Et cette méthode, en l'occurrence, revenait à assigner arbitrairement à un district un certain quota de ce qu'on appelait du coup comme des terres à opium, donc yantian, des champs d'opium, un quota de terres à opium donc imposé à des taux très élevés. La charge était ensuite répercutée sur tous les paysans et ceux-ci ne pouvaient s'en tirer qu'en plantant effectivement du pavot. Donc nous retrouvons le système que j'ai décrit la dernière fois, qui revenait à favoriser ou à aider le développement de la production d'opium au Shanxi et donc à accroître les revenus fiscaux considérables qu'elle rapportait en recourant à une taxation d'office, ou si vous préférez à ce que j'appellerais peut-être une taxation préemptive, qui dans les faits interdisait aux cultivateurs toute autre option que de faire en effet du pavot. Concernant Liu Zhenhua, je voudrais encore mentionner un texte d'un certain Zhao Bi, peu importe son nom, un ancien chef de section au bureau de reconstruction du Shanxi et spécialiste des questions forestières sous le gouvernement justement de Liu Zhenhua, donc dans les années 20. Un texte par ailleurs sans grand intérêt qui est consacré à l'histoire du canal Qinghui et qui a été lui aussi publié dans les Wenshi Zilia. Et si je le cite, ce texte, c'est parce que son auteur affirme quelque part que Liu Zhenhua, qui donc contraignait les paysans à planter du pavot, comme nous l'avons vu, ou s'arrangeait pour les obliger à faire ça, que Liu Zhenhua aurait convoqué Li Yizhe, notre héros ingénieur, en prétendant qu'il s'intéressait aux difficultés du peuple et qu'il voulait instaurer la grande paix dans la province. Autrement dit, en jouant au gouverneur modèle dans la grande tradition impériale des pères et mères du peuple, comme on appelait les bons fonctionnaires. Lorsque Li Yizhe lui avait présenté ses plans pour la reconstruction du canal et lui avait dit qu'il faudrait que la province contribue de 500 000 $, Liu Zhenhua aurait donné son accord, mais à condition que le canal serve à irriguer des champs de pavots pendant au moins quelques années. À la suite de quoi, toujours d'après cet article de Zhao Bi, à la suite de quoi, Li Yizhe, dégoûté, serait reparti pour aller enseigner à Nankin. L'histoire est jolie, mais elle est très probablement apocryphe. Et d'ailleurs, dans cet article, Zhao Bi mélange un peu les dates et les faits. Cela dit, je mentionnerai malgré tout à l'heure, comment le risque de voir le grand projet d'irrigation financé par la CIFRC, de le voir, ce projet, servir à faire pousser du pavot, a été en effet très sérieusement discuté au début des années 1930. J'ai cité Chen Shufan et Liu Zhenhua, qui ont donc sévi dans la région pendant la décennie entre 1916 et 1925, mais Chen Shufan et Liu Zhenhua n'étaient jamais que les hommes au pouvoir à Xi'an, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une grande partie du territoire qu'ils étaient supposés gouverner, même en se limitant au Guangdong, donc au Shanxi central, était en réalité sous le contrôle de militaristes locaux dont le nombre et l'implantation ont pas mal varié pendant cette période, mais dont certains étaient solidement installés à la tête de véritables petites principautés quasi indépendantes, dans lesquelles ils pratiquaient exactement le même genre de politique d'extraction fiscale basée sur les revenus de l'opium.
Et cette fragmentation du pouvoir local a évidemment continué jusqu'à la fin de 1930, au moins. J'avais aussi parlé des efforts de Fong-Yuxiang, ou de ses représentants locaux, en 1927 et en 1928, pour anéantir les plus récalcitrants d'entre ces potentats locaux. Or, même si Fong-Yuxiang professait être un champion de la lutte contre l'opium et qu'il affirmait en particulier avoir été convaincu des méfaits de la drogue par l'exemple et le spectacle de la ruine de ses propres parents, qui étaient opiumanes, il n'en reste pas moins que l'affermissement, très relatif d'ailleurs, de son contrôle sur la région entre 1928 et 1930 n'a rien changé au système d'encouragement à la culture du pavot qu'avaient développé ses prédécesseurs. Bien au contraire, car Fong-Yuxiang était à la recherche de toutes les ressources possibles et imaginables, fiscales ou autres, pour maintenir sa machine militaire en état de fonctionnement. Les mêmes taxes sur les terres supposément consacrées à la culture du pavot ou réellement consacrées suivant les cas ont donc été maintenues en dépit de divers changements de nomenclature qui en fait faisaient disparaître le mot pavot ou le mot opium. Des quotas imposés par district n'ont pas cessé d'augmenter donc pendant ces 3 dernières années avant 1930 et en fait l'ensemble du système a été maintenu même après la défaite de Fong-Yuxiang et la mainmise des autorités nationalistes sur le Shanxi, donc à la fin de 1930. Et comme je le disais tout à l'heure, en effet, le pouvoir nationaliste ne s'est engagé dans une politique réelle, et d'ailleurs plutôt efficace, de suppression de l'opium au Shanxi qu'à partir de 1935 environ. Quoi qu'il en soit de tout cela, il me reste à dire un mot de ce qui était après tout ma question de départ, à savoir en quoi la culture du pavot était-elle un facteur aggravant dans l'incidence des famines. La seule étude monographique consacrée à ce thème, en ce qui concerne le Guangdong en tout cas, et je pense en général, est un article paru en 2002 dont l'auteur est Zheng Lei, ce jeune chercheur qui malheureusement a dû abandonner ce genre de travaux récemment, de Shanghai, enfin qui a étudié à Shanghai, dont je vous avais parlé l'année dernière, parce que je vous avais parlé en fait de sa très grande générosité, puisqu'il m'avait communiqué une grande quantité de documents qu'il avait été en mesure de photographier lui-même au Shanxi et au Gansu au cours de ses recherches sur les transformations de l'agriculture du Guangdong au XXe siècle, à l'époque républicaine. Donc il a écrit cet article sur opium et famine à cette époque, mais il est le seul à l'avoir fait, mais la mise en accusation de la culture du pavot et de l'économie de l'opium en général comme facteur aggravant dans les années de calamité naturelle, notamment pendant les grandes sécheresses de Chine du Nord en 1920-21 et en 1928-1930, cette mise en accusation est un thème qui revient partout, aussi bien dans la littérature de l'époque que dans les travaux des historiens. Je dirais qu'à la base, le problème était qu'en concentrant l'essentiel de leur production sur une plante commerciale, même susceptible de rapporter de gros profits, au détriment des plantes vivrières qu'ils devaient par conséquent acheter sur le marché au fur et à mesure de leur consommation, au lieu de faire des réserves, qu'en procédant de la sorte, donc, les paysans étaient livrés pieds et poings liés au marché et à ceux, marchands ou fonctionnaires, qui avaient intérêt à manipuler le marché, qu'ils n'avaient plus aucune autarcie alimentaire et que, par conséquent, ils étaient perdus en cas de flambée du prix des grains et a fortiori en cas de disette généralisée.